Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book, l'émission sur l'actu littéraire de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un ouvrage qui va devenir référence sur le juridique de la sécurité privée. Ça vous concerne toutes et tous, que vous soyez acteurs et actrices de la sécurité privée, mais aussi étudiants, juristes, avocats, agents de sécurité, directeurs d'exploitation, directeurs sécurité-sûreté, chefs d'entreprise dans cette branche, mais aussi les professionnels de la sécurité publique, dans le cadre du continuum. Je parle bien évidemment de la police, de la gendarmerie, des militaires, mais aussi des élus. Ça s'appelle Le droit de la sécurité privée. Ça va devenir votre Bible et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Marc Burke. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes préfet au ministère de l'Intérieur, professeur des universités associées. Vous dirigez notamment le DU de sécurité intérieure et le Master 2 du droit et des métiers de la sécurité intérieure à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion de Nancy. C'est exact ? C'est absolument ça. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce livre, qu'est-ce qui fait la particularité du droit de la sécurité privée ? Je pense que c'est surtout un droit qui n'est pas connu. C'est un droit qu'on trouve au quotidien. Je vais vous prendre un exemple. Tiens, ce matin, j'ai pris le train pour venir ici. J'ai croisé un équipage de police municipale avant la gare. Devant la gare, un équipage de police nationale. Quand j'ai pris mon train, j'étais contrôlé avant de prendre le train par un agent SNCF qui avait une casquette. Dans le train, par un contrôleur. En sortant de la gare, j'ai vu des agents de la Sûreté Générale, la SNCF, armés, habillés tout en noir. Et ensuite, j'ai été contrôlé, quand j'ai pris le métro, par des agents de la RATP, deux types d'agents, des contrôleurs, mais aussi des agents armés de la RATP. Et enfin, en arrivant ici, en passant devant l'Arc de Triomphe, il y avait des agents qui portaient un badge sécurité privée. Comment voulez-vous que le citoyen s'en sorte avec tout ça? Donc l'objectif est celui-là, c'est de dire, écoutez, voilà comment ça fonctionne, voilà qui fait quoi, voilà quels sont les droits de chacun, et voilà comment le citoyen peut être en relation avec ces personnels qu'on va croiser au quotidien. J'en ai croisé 10 ce matin. Alors, on le sait aujourd'hui, la sécurité publique, que ce soit la police et la gendarmerie, ne peut plus assurer pleinement ses missions par manque de moyens humains, mais aussi de moyens budgétaires. Elle devrait donc a priori se concentrer sur celles qui sont prioritaires, stratégiques, et faire équipe justement avec la sécurité privée pour l'épauler sur les autres missions. C'est ce qu'on appelle le continuum de la sécurité qu'on essaie de mettre en place difficilement, mais qui avance petit à petit. Mais comme pour la sécurité publique, dans le privé, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas. Et c'est donc recensé dans votre ouvrage puisque vous permettez aux intéressés d'y voir beaucoup plus clair dans les méandres du droit de la sécurité privée. Parce que c'est vraiment effectivement très compliqué. Oui, d'abord, je crois que police et gendarmerie font leur job, font le travail, mais c'est vrai que le travail est devenu tellement large, tellement étendu, qu'il faut le partager. Je crois que c'est vraiment ça le premier élément du constat. Et après, dans le constat, il est clair que contre tous les acteurs de la sécurité privée, entre les acteurs de la sécurité incendie, les acteurs aéroportuaires, les gardes particuliers, bien sûr, les gardes armés, les bodyguards, les détectives privés, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi, et pourquoi ils sont utilisés. On va le détailler, justement, vous parliez du continuum en vue de deux objectifs dont on parle toujours, la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024. Est-ce que vous pensez que ce continuum va véritablement commencer à s'installer de façon avec plus d'ampleur d'ici ces objectifs ? Je pense que le continuum est affirmé. C'est pas un serpent de mer, c'est plutôt Pourtant, beaucoup le pensent. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un train sur des rails. Après, le train va plus ou moins vite selon les événements. Mais je pense que c'est terminé de dire, écoutez, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a effectivement un continuum et une sécurité globale. Je crois que c'est le premier élément du constat qu'il faut partager. Le reste, après, c'est effectivement des positions peut-être plus partisanes ou plus polémiques. Je crois que c'est vraiment un point important. Le continuum, on y est. Alors après, ça a déjà existé en 2016 avec la Coupe d'Europe, où on a effectivement recruté beaucoup d'agents de sécurité privée. Ça a plutôt bien marché. Oui. Alors aujourd'hui, pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, on estime entre 20 et 25 000 agents qui doivent être recrutés. Le gros avantage, c'est que cette fois-ci, on a prévu à l'avance. On a anticipé les choses et je pense que ça fonctionnera. Le seul élément, à mon avis, qui manque vraiment, et ça, c'est pas moi qui parle, c'est le rapport Touro-Fauvergue, c'est le livre blanc sur la sécurité intérieure, c'est une doctrine. Une doctrine de la sécurité intérieure. Quelle mission ?
quel rôle, quel droit, de façon claire et définie pour tous. Aujourd'hui, c'est encore bien trop compliqué et personne ne s'en sort vraiment. Alors justement, pour rejoindre cette idée de continuum, et dans le cadre de votre livre, droit de la sécurité privée, aujourd'hui c'est 150 000 personnes environ, la sécurité privée, qui peuvent donc apporter leur pierre à l'édifice de la sécurité nationale. Mais pour cela, il faut aussi justement que les acteurs du secteur privé maîtrisent le droit inhérent à leur filière. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est le cas ? D'abord, si vous me permettez, une petite précision, ils ne sont pas 170 ou 180 000, ils sont près de 350 000. D'accord. Parce qu'il y a effectivement 150 000 agents qui dépendent du livre 6, donc de la sécurité intérieure, ceux que l'on connaît, ceux qui dépendent du CNAPS. Mais il y en a quasiment autant. D'abord, le CNAPS gère 350 000 cartes. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez déjà 350 000 agents. 180 000 travaillent vraiment, mais après, vous avez les agents de la sécurité incendie, c'est plusieurs dizaines de milliers. Ouais. Les gardes particuliers, c'est 55 000. Donc ça fait déjà plus de 100 000 en plus du chiffre que vous donnez. Donc on est largement au-dessus des 300 000, plus que la police et la gendarmerie réunis. Donc voilà l'élément. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment mettre en lumière ce rôle que je crois fondamental en matière de sécurité aujourd'hui et surtout demain, oui, il faut forcir la formation, la connaissance, connaître les règles, et le droit fait partie de ces éléments basiques. Le droit est la fondation de la connaissance du métier. Parce que, effectivement, vous venez de le dire, il y a un certain nombre de branches, de la sécurité humaine, incendie, électronique et j'en passe, donc un éventail juridique qui est aussi large. Mais probablement, tout le monde ne maîtrise pas aussi bien le droit qu'il le faudrait. Oui, je crois que c'est... les gens parlent généralement des 150 ou 180 000 que l'on connaît, qui sont effectivement réglementés par le livre 6 du droit de la sécurité intérieure, mais en réalité, ils sont 2 fois plus. Et c'est extrêmement varié. Prenez le cas aujourd'hui des sociétés militaires privées. On voit beaucoup ce qui se passe en Afghanistan, etc., où les anglo-saxons le développent. C'est un droit qui est organisé, qui est strictement organisé. Et là aussi, on ne sait pas comment ça se pratique, et c'est quand même un droit extrêmement, je veux dire, dangereux, particulier, qui touche à la vie humaine, au droit de la guerre. Donc il y a cela, mais aussi, tout banalement, l'agent de sécurité incendie qui garde votre immeuble de grande hauteur et qui ne dépend pas du livre 6. Donc je crois qu'il y a vraiment des méandres considérables. Et tout simplement le contrôleur SNCF qui vous contrôle votre billet, ou l'agent de la SUGE qui m'a contrôlé, que j'ai vu ce matin, qui est armé en plus, que j'ai vu armé ce matin, et ce qui est tout à fait normal à la gare de l'Est. Donc c'est absolument normal, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce droit est extrêmement disparate. Et je crois que même les pouvoirs publics, et en tout cas les citoyens, peuvent s'y perdre. Donc c'est important, dans le cadre justement d'une meilleure reconnaissance, et dans le cadre du continuum, que toutes ces branches soient informées, et peuvent l'être bien évidemment grâce à votre livre qu'on va détailler, puisqu'il y a 3 piliers, on peut dire, dans votre ouvrage. Le premier, c'est les fondements juridiques de la sécurité privée, avec l'idée que la sécurité privée devient acteur quelque part de la sécurité intérieure, et donc intègre ses codes. Oui, alors, vous évoquez, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que c'est récent, c'est depuis 1983 que le législateur s'est emparé du sujet. Et à chaque fois, après chaque incident majeur, notamment terroriste, ou j'allais dire de piraterie aérienne, ou de piraterie maritime, à chaque fois, le législateur a renforcé ces textes, donc ils sont récents, 83. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce droit est évolutif et il faut absolument le connaître. Et des pans entiers ne sont pas connus encore par les acteurs eux-mêmes. Oui, d'accord. Ah oui, ça se précise effectivement. Dans le cadre justement de cette prise de position, si on peut dire, de la sécurité privée qui intégrerait la sécurité intérieure, quel champ la sécurité publique devrait laisser au privé et comment le clarifier ? Ça, c'est une question qui ne relève pas de ma responsabilité ni de ma compétence. Je peux vous donner un sentiment, si vous voulez, parce qu'effectivement, ça relève du législateur ou du pouvoir réglementaire. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le livre blanc de la sécurité intérieure, donc il y a un document publié par le ministère de l'Intérieur, vous dit lui-même qu'il faut élaborer une doctrine où il y a des pans énormes qui peuvent être partagés, tout ce qui touche la garde d'immeubles, tout ce qui touche la protection des biens, c'est des pans considérables qui aujourd'hui ne sont pas usités et qui consomment énormément de personnel de sécurité publique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Prenez
l'exemple très simple de la protection des navires. Aujourd'hui, depuis 2014, on protège les navires de façon armée. Ce n'est pas des bombes lacrymogènes qui sont sur les navires, c'est de l'armement lourd, des armes de guerre. Il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais pu concevoir que la sécurité privée assure la protection des navires, notamment dans le golfe de Guinée, près de la Somalie, etc. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça fonctionne parfaitement bien et c'est devenu le droit commun plutôt banalisé. Donc je pense qu'il y a des pans complets sur lesquels il faudra qu'on se penche, que la profession se penche avec les pouvoirs publics pour aboutir effectivement à un droit plus normalisé, tout simplement, effectivement, une doctrine d'emploi. Bien sûr. Vous parlez de la loi de sécurité globale dans votre livre. Oui, bien sûr. Oui. Avoir une loi de sécurité globale efficiente, est-ce que ça peut aller de pair avec la préservation des libertés ? D'abord, la loi s'appelle Sécurité globale préservant les libertés. Ouais. C'est bien la preuve que le législateur a pris en compte ces deux aspects. Je crois que c'est extrêmement important. La loi a été soumise au Conseil constitutionnel. Donc c'est bien la preuve que le Conseil a bien vérifié tous ces éléments touchant les libertés publiques. Le Conseil constitutionnel est quand même le grand garant du respect des libertés publiques et de la Constitution. Et le titre 2 de cette loi qui concernait la sécurité privée n'a quasiment pas été touché, en tout cas modifié par le Conseil constitutionnel. Ça veut bien dire que ce qui était dans cette loi touchant la sécurité privée était effectivement de la norme constitutionnelle, de la norme des libertés publiques. Pour les autres aspects, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, mais ça ne relève pas de mon livre. D'accord. Le deuxième pilier de votre livre, c'est sur les agents de la sécurité privée et leur mission. Vous passez en revue donc tous les secteurs. C'est là où c'est important d'acheter ce livre, parce que vous allez bien évidemment, quand vous êtes acteur de la sécurité privée, trouver bien évidemment votre secteur d'activité et avoir les réponses en termes juridiques. Donc il y a des spécificités de règlement en fonction de ces secteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement avec des règlements extrêmement spécifiques ? Le plus simple et le plus connu, je pense, par les personnes qui nous regardent, c'est tout ce qui touche à la sécurité incendie. Oui. Elle est extrêmement réglementée, très précisément réglementée. Moi, j'étais surpris par le niveau de précision de la sécurité incendie. On vous dit précisément les missions, le nombre de personnels affectés, etc. C'est un point extrêmement bien organisé et bien réglementé. Je pense que c'est certainement le plus important. Mais beaucoup d'autres. Si vous prenez les gardes particuliers, par exemple, on oublie qu'un garde-pêche, qu'un garde-chasse, qu'un garde de bois, qu'un garde de propriété est un agent de sécurité privée. Et lui a des prérogatives de puissance publique. Il peut relever des infractions, il peut relever l'identité. Ils sont 55 000. Vous vous rendez compte, c'est considérable. La police nationale, c'est 150 000 personnes, eux sont 55 000. On les connaît très peu. Ils ressortissent soit du code forestier, soit du code de l'environnement, du code de procédure pénale, donc des catégories entières. C'est 55 000 agents, je le redis, qui ont des droits particuliers et dont personne ne connaît vraiment le mode de fonctionnement. Est-ce qu'eux le connaissent finalement, leur mode de fonctionnement ? Est-ce qu'ils sont informés dès le départ ? Et est-ce qu'il y a finalement un suivi de formation ? Parce qu'il y a histoire de se réactualiser ou de se rafraîchir en termes de juridique, je parle. Oui, vous avez raison, et je crois que c'est l'élément fondamental de la sécurité privée. Ces personnels, les agents, donc les gardes particuliers, sont formés, ont des formations spécifiques. Même si vous êtes policier ou gendarme, vous avez des volets que vous devez compléter. Donc on voit bien qu'il y a des formations spécifiques. Ils sont ensuite agréés, assermentés devant le juge, agréés par le préfet. Et effectivement, ils passent des épreuves de vérification de leurs connaissances. Je pense que c'est un élément fondamental. Pas de mission particulière, pas de mission approfondie, pas de mission qui ressortisse éventuellement du droit pénal, sans formation absolue, garantie et contrôlée. Donc c'est important d'en prendre conscience. Le troisième pilier de ce livre, c'est sur la réglementation, le contrôle, la protection de la sécurité privée, chapitre dans lequel vous parlez de la progression positive de l'image de ce secteur aux yeux des Français. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la sécurité privée n'a cessé de progresser en termes d'image. Alors c'est aussi un serpent de mer, mais je crois que c'est important de dire que, en gros, depuis 1983, cette image a progressé. Elle est plutôt
positive. Alors évidemment... Ça s'appuie sur des statistiques, hein, absolument. Hein. Des statistiques, sondages réguliers. Écoutez, en gros, tous les ans, tous les 2 ans, la profession ou d'autres font des sondages sur la sécurité privée. Elle n'a cessé de croître positivement dans l'esprit des Français. Alors, le sujet quand même est de bien voir qu'elle vient après toujours la force publique. C'est quand même un élément extrêmement fort en France. J'ai commencé mon ouvrage en disant d'ailleurs que sécurité privée, c'est un oxymore. Mettre sécurité privée, ça paraît antagoniste en France, où la sécurité est d'abord et avant tout régalienne, publique. Mais on voit qu'elle progresse. Elle se place toujours derrière la sécurité publique, la police et la gendarmerie, mais elle a une place de plus en plus importante. Et je pense qu'elle est de plus en plus appréciée par les Français, notamment en période de crise, période liée aux attentats, période liée aux différentes menaces. Les Français, il leur donne une place. Je pense que sécurité privée a trouvé une juste place à sa place. C'est ça l'élément, et les Français l'apprécient pour cela. Elle prend de la valeur, elle prend de l'ampleur, mais justement, et vous le développez dans votre livre, elle a de plus en plus de devoirs, et donc quelque part de risques de sanctions possibles. Vous voulez détailler? Oui, parce que c'est une profession à part. Oui. C'est une profession à part. On ne peut pas entrer de la sécurité des Français si on n'est pas réglementé. C'est pas le Far West. Hein. C'est pas ça, c'est qu'on puisse dire. Mais c'est clair qu'il faut effectivement que ce soit une profession qui soit réglementée, contrôlée, bien formée, et c'est effectivement ce qui ressort. Et d'ailleurs, la progression de la profession, à la fois de l'opinion publique, aussi par rapport au pouvoir public, passera forcément par une meilleure formation, un meilleur recrutement et un meilleur contrôle. C'est comme pour la force publique. La crédibilité passe par un recrutement d'excellence, une formation d'excellence, et en cas de dérapage, un contrôle d'excellence. Et je crois que la profession y est. D'ailleurs, un élément très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que la sécurité privée se voit assujettie aujourd'hui, comme la police, comme la gendarmerie, comme la police municipale, à un code de déontologie. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui montre qu'aujourd'hui, la profession a conscience de ses obligations, et les pouvoirs publics en ont également conscience, ce qui fait que ce code de déontologie, je crois, est un premier vecteur important de ce que vous disiez par rapport à la place de la sécurité privée dans l'opinion publique et dans l'espace. Et la légitimité aux yeux de l'État. Complètement, complètement. Je crois que toute profession de sécurité qui a un code de déontologie donne des garanties à l'État et surtout aux citoyens. On sait qu'il y a des règles déontologiques au-delà des règles de droit pures. On sait qu'il y a des éléments éthiques, des éléments humains, des éléments de vérification que la profession sait donner, et que ceux qui entrent, communient avec ces éléments fondamentaux de déontologie. Alors, avec l'écriture de ce livre, quelle est donc votre analyse, en prenant un petit peu de hauteur, des difficultés actuelles, et quelles sont finalement les solutions possibles? Vous parlez de la sécurité privée et des difficultés. Ouais. Je crois que tout est lié. Si on veut avoir des agents mieux recrutés, mieux formés, mieux contrôlés, il y a évidemment la contrepartie qui est le financement. La plus grande exigence demandée à la profession signifie meilleur financement. Meilleur financement signifie que les entreprises puissent apporter de meilleurs financements, mais on est aussi dans un marché concurrentiel, il ne faut jamais l'oublier, et la profession doit aussi pouvoir s'en sortir. Donc les entreprises aussi doivent pouvoir avoir des revenus qui permettent cette meilleure rémunération. Donc je crois que c'est un appel général aux employeurs aussi, la sécurité privée. On ne peut pas toujours aller au moins 10 ans au prix le plus bas. Il faut aujourd'hui, pour voir de la qualité, la rémunérer. Ouais. Et cela me semble légitime. Donc la difficulté aujourd'hui est peut-être celle-là. C'est donner sa vraie place, mais sa vraie place passe aussi par un véritable financement qui est à la hauteur des exigences. On ne peut pas avoir une exigence forte en termes de formation, de recrutement, de qualité du travail, de contrôle, et ne pas rémunérer cette mission. Je pense que c'est fondamental. Donc il faut aussi que les entreprises, parce que c'est avant tout un marché concurrentiel, puissent demander des donneurs d'ordre des prix qui sont à la hauteur des exigences. Alors ce livre, Le droit de la sécurité privée, ça va devenir, vous l'avez compris, votre livre de chevet. C'est chez Légitech, au niveau de l'édition, 60 €. C'est préfacé par un certain nombre de personnalités, on peut les citer? Ah oui, avec plaisir, parce que je considère que les gens qui m'ont fait le plaisir, l'honneur de préfacer ce livre
donne un complément au travail. J'ai pas fait des préfaces pour avoir des préfaces, ça n'aurait aucun sens. Mais j'ai voulu avoir des gens en totale liberté. J'ai pas dit aux personnes qui ont préfacé, vous pourriez écrire cela. Libre d'écrire. Voilà, on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voudriez? J'ai dit, écoutez, je ne souhaite rien. C'est la liberté pour voir si effectivement je réponds après aux questions que ces personnes ont posées. Et donc ces préfaces font partie de l'ouvrage. Alors je les cite, sous forme désordonnée ou par ordre alphabétique. Il y a d'abord Luc Guillemin, qui est le président du groupement des entreprises de sécurité et sûreté, président de Securitas, qui apporte une vision du professionnel, point de vue de Sirius, donc de la profession, et qui pose beaucoup de questions auxquelles j'essaie de répondre après. Il m'a donné sa préface après, donc je n'ai pas pu changer mon livre, mais je pense que mon livre répond à beaucoup de questions qu'il pose, et c'était extrêmement important. Alain Juillet, parce que d'abord... c'est une référence. Voilà, c'est une référence, moi j'ai une relation vraiment ancienne, amicale avec Alain Juillet, qui m'a aidé sur beaucoup de sujets, qui m'a beaucoup éclairé, etc. Alain Juillet, donc président d'honneur du CDSE, ancien directeur du renseignement à la DGSE, ancien président de l'Académie d'intelligence économique, 1000 sujets sur le sujet. Et lui aussi a apporté sa vision à la fois de fond, parce qu'il a une vision depuis le début de la sécurité privée et une vision extrêmement actuelle. Donc là aussi, et j'espère que je réponds aux questions d'Alain Juillet. Et ensuite, Mathieu Léjard, le patron d'Agora, donc avec qui j'ai sympathisé sympathisé intellectuellement, parce que j'avais échangé avec lui sur le sujet, et je trouvais qu'il posait des questions intéressantes. Et je me suis dit, on verra bien la préface qu'il va faire, est-ce que je vais répondre à ces questions? Alors, il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas répondre, c'est des sujets effectivement qui concernent directement la profession, mais là aussi ça me paraissait important pour pouvoir répondre à ces questions, et je pense que globalement on y arrive. Après, il y a mon collègue Cyril Maillet, qui est le préfet directeur du CNAPS. Je ne me voyais pas écrire un livre sur la sécurité privée sans avoir la vision du CNAPS, qui est le contrôleur, qui est également celui qui est en charge de la police administrative de la sécurité privée. Et donc là aussi, j'ai essayé de répondre aux questions de Cyril. J'avais répondu avant, donc sa préface, j'espère, complète ce travail. Et enfin, le dernier, mais c'est pas le moins éminent, c'est Olivier Renaudy. Olivier Renaudy... Et professeur agrégé des universités de droit public, il est professeur à la Sorbonne, c'est un des grands spécialistes du droit de la sécurité en France, et à chaque fois, tous mes ouvrages que j'ai rédigés, j'en ai rédigé quelques-uns sur le droit des droits divers, droit des armes, droit des risques technologiques, droit du maintien de l'ordre, à chaque fois j'ai souhaité qu'un professeur d'université donne sa vision, parce que le travail n'est pas un travail... orienté, n'est pas un travail partisan, c'est un travail que j'ai voulu universaliste, et la signature de l'université me semblait fondamentale. Et donc avoir également comme acteur de la préface Olivier Renaudy, d'abord c'est un grand honneur pour moi, c'est un acte d'amitié qu'il me témoigne, et je crois surtout ça donne à chaque fois une vision aussi que je veux universaliste. Le travail que je porte, un travail auquel je respecte mon obligation de réserve, mais c'est un travail universitaire qui permet d'ouvrir de nouvelles portes, et des portes complètes, et j'espère avec la hauteur qui va bien. Merci beaucoup Marc Bourque d'être venu sur les plateaux d'Agnews Sécurité. Bonne lecture. Voilà, merci à la Dream Team Agnews Sécurité, à la production et à la réalisation de cette émission. À très vite pour découvrir ensemble d'autres livres sur l'univers de la sécurité privée, publique et civile. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.